Je suis Alex Parker. J'ai 32 ans et, lors de ma propre fête de fiançailles, mon père m'a giflé devant une centaine d'invités parce que j'avais refusé de donner à mon frère irresponsable l'intégralité de mon fonds de mariage de 60 000 $. Avant de vous raconter comment cette gifle a conduit à une incroyable épreuve de force au sein de l'entreprise qui a coûté à mon père toute sa compagnie, dites-moi dans les commentaires ci-dessous d'où vous regardez. J'aimerais voir jusqu'où cette histoire va. C'était censé être la plus belle soirée de ma vie. Le restaurant Silver au crayonnait, une douce musique de piano flottait dans l'air, se mêlant au murmure des conversations et aux rires. Ma fiancée, Emma, se tenait à mes côtés, sa main dans la mienne, son sourire si éclatant qu'il aurait pu illuminer toute la ville. Nous avions travaillé si dur pour cela, pour tout. J'avais passé des années à gravir les échelons en tant que graphiste chez Horizon Creative, économisant chaque dollar, planifiant un avenir dont je pourrais être fier, un avenir avec elle. Nos amis et notre famille étaient tous là. Mon témoin, Jared, avait déjà quelques verres dans le nez et s'apprêtait à raconter une histoire embarrassante de nos années universitaires. La famille d'Emma, les Chen, m'avait accueilli à bras ouverts dès le premier jour. Son père, le Dr Chan, un homme que je respectais énormément, venait de faire un toast qui m'avait mis les larmes aux yeux. Même mon ancien mentor de l'université, le professeur Williams, avait fait 3 heures de route pour être là. La pièce était remplie d'amour, enfin, presque. À une table près du devant était assis ma famille, mon père, Richard, et ma mère, Diana, leurs visages tendus et sans sourire. Et à côté d'eux, mon jeune frère, Marcus, était avachi sur sa chaise, faisant défiler sans cesse son téléphone, ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs. C'était typiquement Marcus. Alors que je travaillais jour et nuit pour obtenir des bourses et que j'avais des emplois à temps partiel, il avait abandonné l'université pour devenir un crypto-millionnaire, un rêve qui s'est effondré, emportant avec lui une bonne partie de l'argent de mes parents. Mais il était, et avait toujours été, l'enfant chéri. La soirée était parfaite jusqu'à ce que mon père se lève. Il tapa sur son verre avec une fourchette, le tintement aigu coupant la conversation chaleureuse. Un petit mot, annonça-t-il, un sourire étrange plaqué sur son visage. La pièce se tut. Il adressa de courtes félicitations génériques, ses yeux croisant à peine les miens. Puis son ton changea. Il devint froid, dur et public. J'ai aussi une annonce familiale importante, dit-il, sa voix résonnant avec autorité. Après mûre réflexion, Diana et moi avons décidé que le fonds de mariage d'Alex de 60 000 $ sera donné à son frère, Marcus. Un halètement collectif aspira l'air de la pièce. Je sentis la main d'Emma se serrer autour de la mienne. Ce devait être une blague tordue et horrible. Papa, ce n'est pas drôle, dis-je, ma voix tremblant légèrement. Ses yeux se rétrécirent. Ce n'est pas une blague. Ton frère en a plus besoin que toi. Je me levai, ma chaise raclant le sol. Non, cet argent est légalement le mien. Je l'ai économisé. Nous avons planifié notre mariage, notre avenir avec cet argent. Ne sois pas si égoïste, Alex, intervint ma mère, sa voix aiguë. La dispute éclata à partir de là. Des voix s'élevèrent, des mots les furent lancés à travers l'élégante salle à manger, et puis c'est arrivé. Alors que je maintenais ma position, mon dernier nom suspendu dans l'air, mon père s'avança. Le bruit de sa main frappant mon visage résonna comme un coup de feu. Je trébuchai en arrière, ma joue brûlait, mais le choc était plus froid et plus profond que toute douleur physique. La pièce se figea. Emma cria mon nom, et dans ce silence retentissant, je regardai mon père droit dans les yeux. Ma voix était calme, dangereusement calme. Tu vas avoir une surprise que tu n'oublieras jamais. Il se contenta de ricaner, la poitrine bombée, un roi dans son château. Mais alors les portes vitrées du restaurant s'ouvrirent. 2 policiers en uniforme entrèrent, leurs yeux scannant la pièce. Le sourire de mon père vacilla. Il regarda la police, puis moi, un éclair de confusion dans ses yeux. Il n'avait toujours pas compris. Il me regarda avec un mépris pur, son expression n'étant pas de choc ou de peur, mais de confiance arrogante, comme si c'était moi qui venais de faire la plus grosse erreur de sa vie. Il n'avait aucune idée qu'il ne regardait pas seulement son fils, il regardait l'homme qui allait faire s'effondrer tout son monde. Pour comprendre pourquoi un père frapperait son propre fils dans une pièce remplie de monde, il faut comprendre les années qui ont précédé cette gifle. Il faut comprendre les fondations de notre famille, qui n'étaient pas construites sur l'amour mais sur un système truqué de favoritisme qui nous empoisonnait depuis des décennies. Revenons quelques heures en arrière, avant les cris et les sirènes.
La soirée au Silver Oak avait été un rêve. Emma et moi étions entrés, et la vue de tous ces visages, de toutes ces personnes qui se souciaient réellement de nous, était bouleversante dans le bon sens du terme. Emma était mon rock. Nous nous étions rencontrés chez Horizon Creative il y a 4 ans. Elle était une brillante stratège en marketing, vive et drôle, et nous avons accroché instantanément. Nous n'étions pas seulement un couple, nous étions une équipe. Nous passions nos week-ends à faire de la randonnée en montagne, à esquisser des plans pour la maison de nos rêves et à établir des plans financiers détaillés sur notre ordinateur portable à une petite table de cuisine. Nous construisions une vie brique par brique, et chaque brique était gagnée. Mon meilleur ami, Jared, était là, tenant déjà la cour au bar. Nous avions tout traversé ensemble depuis notre première année à l'université. C'est lui qui me traînait hors de la bibliothèque pour aller à des fêtes, et c'est moi qui m'assurais qu'il étudie pour ses examens de fin d'année. Maintenant, nous étions des partenaires commerciaux en parallèle, effectuant des projets indépendants ensemble. Il connaissait ma situation familiale mieux que quiconque. Il avait vu les rejets désinvoltes, le favoritisme flagrant de ses propres yeux. « Tu es prêt pour ça, mec ?» m'avait-il demandé en me tapant sur l'épaule quand je suis entré. « Ça va être une longue soirée de discours. Tant que tu gardes le tien en dessous de 10 minutes et que tu ne mentionnes pas l'incident des nouilles de 2012, tout va bien, ai-je plaisanté. » Il avait ri. Je ne promets rien. Ensuite, il y avait les Chen. Le docteur et Madame Chen me traitaient comme le fils qu'ils n'avaient jamais eu. Le docteur Chan, un chirurgien respecté, avait une poignée de main ferme et un sourire chaleureux. Quand je lui ai demandé sa bénédiction pour épouser Emma, il ne m'a pas interrogé sur mes finances ou mon arbre généalogique. Il a simplement dit, « Alex, j'ai vu comment tu regardes ma fille. J'ai vu comment vous vous soutenez mutuellement. C'est tout ce qu'un père peut demander. » Leur acceptation était un baume sur une blessure que je n'admettais pas toujours avoir. Mon mentor, le professeur Williams, était également là. C'est lui qui a vu le potentiel d'un enfant nerveux et timide dans son cours d'introduction au design. Il m'avait aidé à obtenir mon premier stage, avait écrit ma lettre de recommandation pour Horizon, et avait été une voix directrice depuis lors. Le voir là, avoir l'air fier, signifiait beaucoup pour moi. Ces personnes, Emma, Jared, les Chen, le professeur Williams, étaient ma vraie famille, la famille que j'avais construite. Et puis il y avait la famille dans laquelle je suis né. Ils sont arrivés en retard, bien sûr. Mon père, Richard, est entré comme s'il possédait l'endroit, faisant des hochements de tête brusques aux personnes qu'il ne connaissait pas. Ma mère, Diana, a suivi, un sourire forcé sur son visage alors qu'elle scannait la pièce, probablement en train de juger les arrangements floraux. Et traînant derrière eux, il y avait Marcus. Pour comprendre Marcus, vous n'avez besoin que d'une seule histoire rapide. Je me souviens d'un été pendant l'université, je travaillais 60 heures par semaine dans une cuisine de restaurant chaude et graisseuse, l'odeur d'huile brûlée s'accrochant à mes vêtements, juste pour me payer mes manuels scolaires pour le semestre d'automne. Un soir, j'ai appelé à la maison, épuisé, et ma mère a répondu, sa voix frénétique. « Alex, Dieu merci tu as appelé. C'est Marcus. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'il va bien ?» ai-je demandé, mon cœur battant. Il va bien, dit-elle avec désinvolture. C'est juste qu'il a eu un petit problème. Il a investi dans cette nouvelle crypto-monnaie, a dit que c'était une valeur sûre. Eh bien, il a tout perdu, ainsi que l'argent que nous lui avions donné pour le paiement de sa voiture. J'ai fermé les yeux, me penchant contre le mur crasseux de la cuisine. Combien, maman ? Juste quelques milliers. Ton père s'en est déjà occupé, mais le fait est qu'il se sent très mal. Je pense que tu devrais l'appeler, le réconforter. Je me souviens avoir raccroché le téléphone, mes mains tremblant d'une rage que je ne pouvais pas exprimer. J'avais $112 sur mon compte bancaire. Mon frère venait de dilapider des milliers de dollars sur un coup de tête, et c'était moi qui étais censé le réconforter. C'était ça, la dynamique. J'étais le responsable, l'autonome, alors on me prenait pour acquis. Marcus était le charmant, le spontané, ce qui était juste un mot de code pour imprudent et irresponsable, alors il avait toujours besoin d'être sauvé. Il était le projet, j'étais juste là. Même mon propre oncle, le frère de mon père, Robert, le voyait. L'oncle Robert était l'opposé de mon père. C'était un comptable discret qui m'a appris à établir un budget, à ouvrir mon premier compte d'épargne, à investir dans un simple fonds indiciel. Il valorisait le travail acharné et l'intégrité avant tout.
Il me tirait à part lors des réunions de famille. Ne les laisse pas t'atteindre, gamin, me disait-il. Continue à construire ta propre vie. C'est la seule chose que tu peux contrôler. Donc, de retour à la fête, quand mon père s'est levé, toute cette histoire mijotait juste sous la surface. Son toast était court et creux, puis il a lâché la bombe, le fonds de mariage d'Alex de 60 000 $ sera donné à son frère, Marcus. Le silence était assourdissant. J'ai regardé Emma, son visage pâle de choc. J'ai regardé Marcus, qui levait maintenant les yeux de son téléphone, un sourire suffisant et prétentieux se répandant sur son visage. Il savait que ça allait arriver. C'était une embuscade planifiée. Papa, ce n'est pas drôle, réussis-je à dire, ma voix tendue. J'essayais de désamorcer la situation, de lui donner une porte de sortie, une chance de dire que tout cela était une blague horriblement mal avisée. Ce n'est pas une blague, répéta mon père, sa voix glaciale. Ton frère se marie dans quelques mois. Lui et sa fiancée, Vanessa, débutent juste. Ils ont plus besoin de l'argent que vous. Emma et toi avez de bons emplois. Je me suis levé lentement. Tous les yeux de la pièce étaient rivés sur moi. Papa, cet argent est légalement le mien. Il est à mon nom. Il m'a été transféré pour mon 21e anniversaire. Nous l'utilisons pour notre mariage et pour un acompte sur une maison. Ma mère intervint. Ne sois pas si égoïste, Alex. Marcus est ton frère. La famille est censée aider la famille. J'en ai toujours eu plus, rétorquai-je. J'ai toujours travaillé plus, les mots sont sortis de moi avant que je puisse les retenir. J'ai travaillé pendant mes études. J'ai économisé. J'ai planifié. Marcus a dilapidé tout son fonds dans des combines pour devenir riche rapidement et une voiture de sport. Il ne s'agit pas de besoin, il s'agit de responsabilité. Il essaie de construire une entreprise, rétorqua Diana, sa voix montant sur un ton aigu. Quelle entreprise? Une autre arnaque à la crypto, répondis-je. C'est alors que c'est arrivé. Mon père, son visage rougi d'une colère profonde et rouge, fit 2 pas rapides vers moi. Je l'ai vu venir, mais je n'arrivais pas à croire que cela allait réellement arriver, pas ici, pas maintenant. La gifle fut forte et sèche. Ma tête se tourna sur le côté. Pendant une seconde, il n'y eut qu'un bourdonnement dans mes oreilles et une sensation chaude et cuisante sur ma joue. Toute la pièce sembla se figer dans un moment collectif d'incrédulité, puis de chaos. Emma cria mon nom et se précipita à mes côtés, se mettant entre moi et mon père. Jared était sur ses pieds, son visage tonnant. Le docteur Chan avait l'air horrifié. J'ai vu la sœur d'Emma, Olivia, lever discrètement son téléphone, son visage sombre. Elle enregistrait. C'est à ce moment-là, alors que je me redressais et rencontrais le regard furieux de mon père, que quelque chose à l'intérieur de moi s'est brisé, ou peut-être a-t-il finalement été forgé en quelque chose de dur et incassable. Les années à ravaler ma colère, à accepter l'injustice, à essayer d'être le bon fils, tout cela s'est évaporé. Avant l'arrivée de la police, alors que le poids de ce qui venait de se passer s'abattait sur la pièce, mon oncle Robert s'est rapidement approché. Il posa une main sur mon épaule, son visage empreint d'inquiétude. Il m'éloigna légèrement de la scène. « Alex, écoute-moi » murmura-t-il, sa voix urgente. « C'est ton père. Ce qu'il a fait est mal, terriblement mal, mais pense à ce que tu fais. Ne prends pas de décision sous l'emprise de la colère. Cela déchirera la famille à jamais. Es-tu sûr qu'il n'y a pas une autre solution ? » J'ai regardé mon oncle, un homme que j'aimais et que je respectais. J'ai vu le conflit sincère dans ses yeux. Il appartenait à une génération où l'on ne lavait pas son linge sale en public, on maintenait la paix à tout prix. Pendant une fraction de seconde, j'ai hésité. Le poids de ces mots, de la tradition, du mot famille pesait sur moi. Avait-il raison ? Étais-je sur le point de déclencher une bombe qui ne pourrait jamais être désamorcée ? Je l'ai dépassé du regard et j'ai vu mon père, qui se disputait maintenant avec un directeur de restaurant, ne montrant aucun remords, seulement de l'indignation. J'ai regardé ma mère, qui tamponnait ses yeux avec une serviette, jouant la victime. J'ai regardé Marcus, qui me regardait avec un regard de haine pure et triomphante, comme si c'était moi qui lui avais fait du tort. Et puis j'ai regardé Emma, qui se tenait ferme, les yeux brillants d'un feu protecteur, prête à partir en guerre pour moi. Le choix est devenu clair. Ma vieille famille était un navire en train de couler, alourdi par l'ego et le sentiment de privilège. Ma nouvelle famille se tenait juste devant moi.
Je me suis retourné vers mon oncle. Je vous apprécie, oncle Robert, mais ils ont déchiré cette famille il y a longtemps. Je refuse juste de couler avec eux. Lorsque le policier, un homme calme et professionnel du nom d'officier Rodriguez, s'est approché de moi et m'a demandé ce qui s'était passé, ma voix était assurée. Je lui ai tout raconté. Le serveur qui avait appelé le 911 a fait sa déposition. Olivia a offert sa preuve vidéo. L'officier Rodriguez s'est alors tourné vers moi. Monsieur, votre père affirme qu'il ne s'agit que d'un différend familial. C'est à vous de décider. Voulez-vous porter plainte? Chaque fibre de mon être, chaque leçon sur le maintien de la paix, me criait de dire non, de laisser tomber, de simplement m'en aller. Mais j'ai pensé aux années passées à être le second. J'ai pensé à la cruauté des involtes. J'ai pensé à l'avenir avec Emma qu'il venait d'essayer de saboter. J'ai croisé le regard de l'officier. Oui, ai-je dit, ma voix claire et forte. Oui, je le veux. Ce seul mot était le son d'une porte qui se refermait sur mon passé. Je ne réalisais juste pas à ce moment-là que c'était aussi le son d'une guerre qui commençait. Au moment où les menottes ont cliqueté autour des poignets de mon père, un calme étrange et surréaliste est descendu sur la scène. Le restaurant animé et élégant s'est transformé en une scène silencieuse. Mon père, Richard Parker, un homme qui a bâti toute son identité sur le contrôle et l'image publique, était escorté hors de la fête de fiançailles de son fils par la police. Il n'avait pas l'air effrayé ou contrit. Il avait l'air indigné. Alors qu'il le conduisait devant notre table, ses yeux se sont fixés sur les miens, et le regard qu'il m'a adressé n'était pas celui d'un père honteux, mais celui d'un roi trahi. C'était un regard qui promettait une rétribution. Ma mère a suivi derrière lui, une tempête de sanglots et d'accusations théâtrales. « Comment as-tu pu faire ça à ton propre père » a-t-elle gémi, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Après tout ce que nous avons fait pour toi. » Marcus se tenait là, les poings serrés, son visage un masque de haine pure. Il me regardait comme si j'étais un serpent qu'il avait trouvé dans son lit. Dans son esprit, l'humiliation publique de mon père était entièrement de ma faute. Mon refus d'être un paillasson était le crime ultime. La fête était, bien sûr, terminée. Les gens sont partis en faisant des signes de la main hésitants et maladroits, ne sachant pas quoi dire. Les chaînes ont été incroyables. Le docteur Chan a posé une main ferme sur mon épaule. Nous sommes avec toi, Alex, à 100%. N'en doute pas une seconde. Le professeur Williams s'est contenté de me faire un signe de tête, avec un regard d'approbation sombre dans ses yeux. Jared est resté pour nous aider à gérer la situation avec la direction du restaurant, arrangeant les choses avec son charme facile, même au milieu d'une crise. Et Emma, elle ne m'a jamais quitté. Elle était mon ancre dans le chaos tourbillonnant. Plus tard dans la nuit, de retour à notre appartement, l'adrénaline s'est finalement dissipée, et tout le poids de ce que j'avais fait s'est abattu sur moi. L'appartement semblait trop silencieux. Les cartes de félicitations et les cadeaux posés sur la table semblaient se moquer de nous. Je me suis affalé sur le canapé, j'ai mis ma tête entre mes mains, et pour la première fois, la force que j'avais montrée au restaurant s'est effondrée. Emma, qu'est-ce que je viens de faire? Ma voix était étouffée par mes mains. C'est mon père. J'ai fait arrêter mon propre père. Elle est venue s'asseoir à côté de moi, enroulant ses bras autour de moi. Elle n'a pas offert de platitude facile, elle s'est contentée de me serrer dans ses bras. Je n'arrête pas de rejouer ça dans ma tête, ai-je chuchoté, la gorge serrée. Y avait-il une autre solution? Aurais-je pu simplement m'en aller? L'oncle Robert m'a dit que je déchirais la famille. Emma s'est retirée et m'a obligé à la regarder. Ses yeux étaient féroces. Alex, écoute-moi. Tu n'as pas fait ça. Une famille n'est pas un pacte de suicide où une personne doit s'immoler pour garder tout le monde au chaud. Ils te font du mal depuis des années. Ce soir, ils l'ont fait en public, et tu as finalement dit assez. Tu n'as pas donné le premier coup, Alex, tu as juste décidé de ne pas te faire assommer. Ces mots ont dissipé le brouillard de la culpabilité et du doute. Elle avait raison. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent, il s'agissait de la gifle. La gifle était un message, vous êtes notre propriété, et nous pouvons faire ce que nous voulons de vous. Ma décision de porter plainte était ma réponse, non, vous ne pouvez pas. Mais j'avais sous-estimé de façon grossière la capacité de ma famille à riposter. Je pensais que l'arrestation serait un signal d'alarme, un moment d'horrible clarté pour eux. J'avais tort. C'était une déclaration de guerre, et ils étaient sur le point de lancer leur première contre-offensive.
Environ une semaine plus tard, j'ai reçu un appel au travail. C'était de mon patron, David. Il était le chef de notre département chez Horizon Créative, un type correct et procédurier. Il avait l'air mal à l'aise. « Alex, peux-tu passer à mon bureau une minute ?» Je suis entré, et il a fermé la porte derrière moi, ce qui n'était jamais bon signe. Il tenait une épaisse enveloppe d'aspect professionnel. « J'ai reçu cette lettre aujourd'hui, dit-il, évitant mon regard. Elle vient d'un avocat représentant ton père. » Mon sang s'est glacé. « Qu'est-ce que c'est ?» Il l'a poussée sur le bureau. Je l'ai ramassée. Elle était sur le papier en tête d'un cabinet d'avocats hors de prix. J'ai commencé à lire, et mon estomac s'est noué. Ce n'était pas une poursuite exigeant les 60 000 $, c'était beaucoup plus insidieux, beaucoup plus brillant dans sa cruauté. C'était une plainte formelle adressée à la direction d'Horizon Créative. La lettre était un chef-d'œuvre de récit tordu. Elle me dépeignait comme un fils instable, agressif et vindicatif. Elle mentionnait la confrontation publique et présentait ma décision d'appeler la police non pas comme une réponse à une agression, mais comme un acte calculé de maltraitance envers une personne âgée et de diffamation publique destinée à humilier mon père. Elle laissait subtilement entendre que mon comportement erratique et mon mauvais jugement dans les affaires personnelles faisaient de moi un risque potentiel dans un environnement professionnel qui valorisait la stabilité et le travail d'équipe. Ils attaquaient mes moyens de subsistance. Ils essayaient d'empoisonner le puits pour me rendre inemployable. J'ai senti le sang quitter mon visage. Ce sont tous des mensonges. David soupira. Je sais que ça a l'air de ça, Alex, et pour mémoire, ton travail ici a toujours été excellent, mais tu dois comprendre notre position. Nous avons des clients. Nous devons maintenir une image d'entreprise. Une situation comme celle-ci, c'est compliqué. Sois juste prudent. Le message était clair, tu es sur la corde raide. La lettre n'était que le début. Le prochain front dans leur guerre était les médias sociaux. Marcus et sa fiancée, Vanessa, ont lancé une campagne de diffamation à grande échelle. Ils ont publié des statuts vagues mais préjudiciables sur la trahison familiale et la douleur d'être poignardé dans le dos par ceux en qui vous devriez pouvoir avoir confiance. Ils n'ont pas utilisé mon nom, mais tout le monde dans notre cercle savait de qui ils parlaient. Puis ça a empiré. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'a appelé, sa voix dégoulinant d'une sympathie déplacée. « Alex, je suis tellement désolé d'apprendre qu'Emma t'a trompé et que le mariage est annulé. Ta mère me l'a dit. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. » J'étais abasourdi par le silence. Quoi? Ce n'est pas vrai. Nous allons toujours nous marier. Mais le mensonge était déjà là. Quelqu'un, probablement Marcus, avait créé de faux courriels en se faisant passer pour moi et les avait envoyés à des parents éloignés et à de vieux amis de la famille annonçant que le mariage était annulé en raison de l'infidélité d'Emma. Ils ont même fait circuler une photo mal retouchée d'Emma avec un type au hasard, essayant de faire croire qu'elle était à un rendez-vous. C'était une tentative ignoble et désespérée de nous isoler, de retourner notre propre système de soutien contre nous. La pression a commencé à monter. Au travail, les gens chuchotaient. Je sentais leurs yeux sur moi dans le couloir. Un projet majeur que je devais diriger a été discrètement réaffecté à un collègue. Emma était stressée aussi. Ses propres parents, bien que me soutenant, commençaient à s'inquiéter, recevant des appels de leurs amis. Le poison se répandait. C'était leur stratégie. Ils ne pouvaient pas me battre légalement sur l'argent, alors ils essayaient de me briser psychologiquement. Ils voulaient rendre ma vie si misérable que j'abandonnerais les accusations contre mon père juste pour que tout s'arrête. Un soir, j'étais assis devant mon ordinateur, fixant un autre commentaire haineux sur la page Facebook de Marcus, me sentant totalement impuissant. Jared est arrivé avec un pack de 6 bières et a vu le regard sur mon visage. « Ne les laisse pas gagner, mec, dit-il, sa voix ferme. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que tu te sentes seul et dépassé. Ça marche, ai-je admis, ma voix monocorde. Ils attaquent Emma. Ils attaquent mon travail. Qu'est-ce que je suis censé faire? » Jared a tiré une chaise, son expression est devenue sérieuse. Nous ne sommes pas dépassés, nous devenons intelligents. Ce faux courriel, il y a des moyens de le tracer. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Mon cousin travaille dans la sécurité informatique. Laisse-moi passer un coup de fil. Une minuscule étincelle d'espoir a scintillé en moi. Pendant des semaines, j'avais été sur la défensive,
me contentant de réagir à leurs attaques. Maintenant, pour la première fois, j'ai vu un moyen de riposter. Il ne s'agissait plus seulement de me protéger. Ils avaient entraîné Emma dans cette affaire. Ils avaient menacé notre avenir. Mon désespoir a commencé à se transformer en une résolution froide et dure. Ils voulaient une guerre? Très bien. Ils allaient en avoir une, mais je n'allais pas la mener selon leurs conditions, avec des mensonges et du théâtre. J'allais la mener avec la seule chose qu'ils n'avaient jamais vue venir, la vérité froide et dure. La décision de riposter a été comme un interrupteur qui s'est allumé dans mon cerveau. La peur et l'impuissance qui me rongeaient depuis des semaines ont été remplacées par une colère vive et ciblée. Ce n'était pas une colère chaude et imprudente comme celle de mon père, mais une colère froide et méthodique. Il m'avait poussé dans un coin, maintenant j'allais m'en sortir en mâchant. Jared a tenu parole. Son cousin, un génie de la technologie, nous a donné quelques conseils. Ce n'était pas aussi simple que de cliquer sur un bouton, nous a-t-il prévenu. Tracer un courriel usurpé conçu pour cacher son origine était un cauchemar, mais Marcus, malgré tous ses stratagèmes, était paresseux. Il n'était pas un maître hacker, il était juste un gosse gâté avec une connexion Internet. Il avait probablement fait des erreurs. Alors nous avons commencé à travailler dur. Nous avons passé nos soirées non pas à planifier notre mariage, mais à éplucher les entêtes de courriel, à nous renseigner sur les adresses IP et les journaux de serveurs. C'était un travail fastidieux et frustrant. Emma nous apportait du café, son visage exprimant un mélange d'inquiétude et de détermination. Elle était notre chercheuse, fouillant dans les médias sociaux de Marcus, recoupant les heures et les dates de ses publications avec les horodatages des faux courriels. En même temps, je savais que nous avions besoin d'une aide juridique, mais nous n'avions pas les moyens de nous offrir le genre d'avocat hors de prix que mon père avait à sa disposition. L'argent indépendant que Jared et moi gagnions était censé servir à notre entreprise, pas à nous défendre contre ma famille. Puis Jared a eu une autre idée. « Tu te souviens de Tania ?» a-t-il demandé un soir, se penchant en arrière devant la lueur de l'écran de l'ordinateur portable. Tania de notre cours d'économie? Elle est allée à la faculté de droit. La dernière fois que j'en ai entendu parler, elle travaillait comme assistante juridique dans un petit cabinet du centre-ville. Je me souvenais d'elle. Elle était intelligente, discrète et incroyablement perspicace. Nous n'étions pas des amis proches, mais nous avions fait partie d'un groupe d'études ensemble. C'était un coup de dé, mais c'était mieux que rien. Je l'ai trouvée sur LinkedIn et je lui ai envoyé un message expliquant la situation et lui demandant si elle pouvait nous donner des conseils. À ma grande surprise, elle a répondu dans l'heure. Elle a accepté de nous rencontrer pour un café. Tania n'était pas une associée influente, elle était jeune, ambitieuse et elle détestait les tyrans. Lorsque nous lui avons exposé toute l'histoire, la gifle, l'arrestation, la lettre de plainte à mon travail, la campagne de diffamation, ses yeux se sont durcis. Ce qu'ils font, c'est une tactique classique de harcèlement et de diffamation, dit-elle, sa voix nette et professionnelle. C'est conçu pour infliger un maximum de détresse émotionnelle et professionnelle afin de vous forcer à abandonner l'accusation d'agression principale. Ils pensent probablement que vous manquerez d'argent ou d'énergie avant eux. Elle a accepté de nous aider pour une fraction du coût normal, travaillant sur notre affaire après ses heures normales. Considérez cela comme un projet passionnel, dit-elle avec un petit sourire sombre. Avec Tania pour nous guider, nos efforts sont devenus plus ciblés. L'objectif était de construire une montagne de preuves indéniables. Nous avons tout documenté, chaque publication sur les médias sociaux, chaque message texte d'un parent confus. Nous avons obtenu des déclarations sous serment d'amis qui avaient reçu les faux courriels, et nous avons commencé à creuser dans la seule chose dont ma famille ne voulait jamais parler, l'argent. Nous avons passé des heures à ma banque à obtenir des relevés officiels du fonds de mariage, montrant son origine et le transfert légal à mon 21e anniversaire. Puis nous avons fait de même pour Marcus. Avec un peu d'aide de l'oncle Robert, qui se sentait coupable de son manque de soutien initial et voulait maintenant aider, nous avons réussi à reconstituer une chronologie financière. C'était accablant. Nous avons trouvé la preuve des milliers de dollars que mes parents avaient donnés à Marcus, de l'argent qui était allé directement à des échanges de crypto-monnaies ratés et à des paiements pour une voiture de sport ridiculement chère qu'il ne pouvait pas se permettre. Le contraste était saisissant. Mon compte d'épargne montrait des années de dépôts réguliers et disciplinés, le sien montrait une histoire d'afflux massif d'argent suivi de dépenses immédiates et imprudentes. Puis nous avons fait notre percée. Après une semaine d'impasse, Jared l'a trouvé, une erreur. Marcus avait utilisé un réseau Wi-Fi public dans un café pour envoyer l'un des faux courriels,
mais son téléphone s'était momentanément connecté à son compte cloud personnel, laissant une miette numérique. C'était le lien dont nous avions besoin. Nous pouvions maintenant définitivement relier le compte de courriel à un compte appartenant à Marcus Parker. Ce n'était pas suffisant pour le condamner pour un crime, mais comme Tanya l'a expliqué, c'était plus que suffisant pour nos besoins. Alors que nous rassemblions tout cela, une information que j'avais rangée au fond de mon esprit est soudainement devenue pertinente. Je me suis souvenu d'une conversation d'il y a plusieurs mois, avant que tout cela n'explose. Mon père s'était vanté lors d'un dîner de famille d'un énorme client potentiel qui pourrait tout changer pour son entreprise de consultation en difficulté. Richard Parker Consulting perdait des clients depuis des années, et il fondait tous ses espoirs sur la conclusion d'un contrat massif avec une entreprise du Fortune 500 appelée Northwind Corporation. Ils sont très soucieux de l'image, de l'éthique, s'était-il vanté. Ils ne travaillent qu'avec les meilleures et les plus stables entreprises. Cet accord va nous remettre sur la carte. Un plan a commencé à se former dans mon esprit, un plan dangereux et audacieux. Emma, avec son sens du marketing, a fait une plongée en profondeur dans Northwind. Leur PDG, un homme du nom de Michael Davenport, était un titan corporatif bien connu qui était un défenseur public de l'éthique des affaires et de la responsabilité d'entreprise. Il avait écrit des articles à ce sujet, donné des discours à ce sujet. Toute sa marque était bâtie sur l'intégrité. Mon père essayait de ruiner ma réputation pour sauver la sienne. Il utilisait des mensonges pour me dépeindre comme instable. Et si j'utilisais la vérité pour montrer à Northwind qui était vraiment leur partenaire potentiel? Je l'ai évoqué avec Emma et Tanya. C'était un risque énorme. Cela pourrait être perçu comme un acte de vengeance mesquin et pourrait se retourner de manière spectaculaire. Mais Tanya l'a formulé différemment. Tu ne l'attaques pas, a-t-elle conseillé, tu te protèges. Il a envoyé une lettre à ton employeur remettant en question ta stabilité. Tu as tout à fait le droit de t'assurer que tes partenaires commerciaux potentiels ont une image complète et précise de la situation. Ce n'est pas de la diffamation si c'est vrai. Alors, nous avons tout assemblé, un dossier d'information calme, professionnel et absolument dévastateur. Il comprenait un résumé des événements, le rapport de police de l'agression, des copies des publications de la campagne de dénigrement, les preuves traçant les faux emails jusqu'à Marcus, les relevés financiers contrastés et, bien sûr, la vidéo de la gifle, gracieusement fournie par la sœur d'Emma. Nous ne l'avons pas envoyée avec une lettre de colère. Tanya a rédigé une lettre d'accompagnement froide et détachée. Elle indiquait simplement qu'en tant que professionnel opérant également dans la ville, je considérais qu'il était de mon devoir éthique de fournir ces informations pour leur connaissance de la situation, afin de m'assurer qu'ils puissent prendre une décision pleinement éclairée concernant leurs partenariats commerciaux. C'était du judo d'entreprise. J'utilisais le propre langage de mon père, son propre monde, contre lui. Nous avons envoyé le colis par coursier au bureau de Michael Davenport, PDG de Northwind Corporation. Au moment où la confirmation de livraison a retenti sur mon téléphone, j'ai ressenti un étrange mélange de terreur et d'exaltation. Je venais de jeter les dés. Je n'avais aucune idée si le PDG allait même le lire, ou s'il allait simplement le jeter à la poubelle comme les divagations d'un fils mécontent. Tout ce que je savais, c'est que la bataille ne se déroulait plus devant l'opinion publique ou dans les couloirs feutrés des bureaux. J'avais porté le combat directement au cœur du monde de mon père. Je n'étais plus dans l'œil du cyclone, j'étais le cyclone. Les semaines qui ont suivi l'envoi du colis à Northwind ont été les plus calmes, et aussi les plus éprouvantes, de ma vie. C'était comme retenir son souffle sous l'eau, en attendant de voir si l'on allait refaire surface ou si les poumons allaient exploser. Nous n'avons rien entendu. Il n'y a pas eu d'appel téléphonique en colère de mon père, pas de nouvelles attaques de Marcus. Le silence était déconcertant. Nous nous sommes concentrés sur les préparatifs du mariage, en essayant de retrouver un semblant de normalité, mais la question planait, que se passait-il dans les coulisses? La réponse est venue sous la forme d'une épaisse enveloppe couleur crème. C'était une invitation au gala annuel d'appréciation des clients de Richard Parker Consulting. C'était le plus grand événement de l'année de mon père, un festival de réseautage conçu pour impressionner les clients et projeter une image de succès, même lorsque ce succès était en train d'échouer. Normalement, une invitation comme celle-là irait directement à la poubelle, mais celle-ci était différente. Emma et moi n'avons pas été invités par mon père. L'invitation venait d'un des fournisseurs de Horizon Creative, une imprimerie qui travaillait à la fois pour notre entreprise et celle de mon père. Nous avions une raison légitime d'y être. C'est un piège, ai-je dit instantanément, en la jetant sur le comptoir. Oups, dit Emma, en la ramassant,
les yeux brillants d'une lumière stratégique, c'est une opportunité. C'est la scène parfaite. Elle avait raison. Ce n'était pas seulement une fête. C'était le monde entier de mon père, tous ses clients et ses contacts professionnels, réunis dans une seule pièce. C'était la gueule du lion, et nous étions sur le point d'y entrer. Le soir du gala, j'ai senti un nœud d'anxiété se serrer dans mon estomac. Je me suis tenu devant le miroir en ajustant ma cravate. Emma est venue se tenir derrière moi, ses mains sur mes épaules. Quoi qu'il arrive là-dedans, nous y ferons face ensemble, dit-elle, son reflet rencontrant le mien. Nous entrons la tête haute, et nous ressortons de la même manière, quoi qu'il arrive. J'ai pris une profonde inspiration. La tête haute, quoi qu'il arrive. La salle de bal de l'hôtel du centre-ville ruisselait d'une élégance forcée. Un quatuor à cordes jouait dans un coin. Les serveurs circulaient avec des plateaux de champagne. J'ai vu mon père de l'autre côté de la salle, tenant court, riant d'un rire tonitruant et confiant qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Il avait l'air plus mince que dans mon souvenir, les lignes de stress plus profondes autour de sa bouche. Ma mère était à ses côtés, portant une robe étincelante, son sourire fragile. Marcus était là aussi, l'air suffisant, déjà à son 3e verre de champagne. Pendant la première heure, nous avons joué le jeu. Nous avons fait du réseautage, nous avons parlé à notre fournisseur qui nous avait invités, nous avons discuté avec d'autres personnes que nous connaissions dans l'industrie. Je sentais les yeux de mon père sur moi. Il ne s'était pas approché de nous. Il observait, attendait. L'air était chargé de tensions non exprimées. Puis l'événement principal a commencé. Mon père est monté sur scène pour prononcer son discours principal. Il s'est tenu au pupitre, se prélassant dans les applaudissements. Il a commencé par les platitudes habituelles de l'entreprise, mais ensuite son discours a pris une tournure personnelle. Il a commencé à parler de résilience, de faire face aux défis inattendus dans les affaires comme dans la vie. Il a dit, sa voix prenant un ton sombre, « Vous faites parfois face à la trahison des endroits les plus inattendus. Vous faites face à la jalousie et à l'incompréhension d'une jeune génération qui n'apprécie pas les sacrifices qui ont été faits pour elle. » Il parlait de moi, dans une salle pleine de ses pairs professionnels. Il se dépeignait comme le patriarche sage et blessé, et moi comme le fils ingrat et malveillant. Mes poings se sont serrés sous la table. Je sentais le sang battre dans mes oreilles. Il était sur le point de lancer une autre phrase sur les valeurs familiales lorsqu'un homme à la table du fond s'est levé. Il était grand, avec des cheveux argentés et un air d'autorité absolue. Je l'ai reconnu instantanément grâce aux photos qu'Emma m'avait montrées, c'était Michael Davenport, le PDG de Northwind Corporation. La salle est devenue silencieuse. Interrompre le discours de l'hôte était une violation majeure de l'étiquette. La voix de Davenport était calme, mais elle a traversé la pièce comme un rasoir. « Richard, pardonnez-moi de vous interrompre, dit-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion, mais votre mention des valeurs et de la trahison m'a incité à faire une annonce. » Le sourire de mon père s'est figé sur son visage. Il avait l'air complètement déconcerté. Davenport continua, son regard balayant la salle, « Northwind Corporation est fière de s'associer à des entreprises qui font preuve des plus hauts niveaux d'intégrité, tant sur le plan professionnel que personnel. Après un examen approfondi de certaines informations très troublantes qui ont récemment été portées à notre attention, nous avons décidé de mettre fin à nos discussions de partenariat potentiel avec Richard Parker Consulting, avec effet immédiat. » Une vague de halètements et de murmures a traversé la salle de bal. Mon père avait l'air d'avoir été frappé physiquement. Son visage est devenu blanc, sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Mais Davenport n'en avait pas fini. Ses yeux ont balayé la salle, puis ils se sont posés directement sur moi. Cependant, dit-il, sa voix résonnant légèrement, notre engagement à trouver des partenaires intègres dans cette ville demeure, c'est pourquoi je suis heureux d'annoncer que nous venons de signer un contrat majeur à long terme avec une jeune entreprise dynamique qui nous a impressionnés par son talent et son engagement inébranlable envers l'éthique professionnelle. Il leva son verre. Alors, si vous pouviez vous joindre à moi pour féliciter Alex Parker et son équipe de Horizon Créative. Le son dans la salle était un rugissement de confusion et de choc. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. J'avais l'impression qu'un projecteur venait de s'abattre sur notre table. Emma a serré ma main si fort que j'ai cru que mes os allaient se briser. Je me suis levé, les jambes chancelantes. À ce moment-là, tout est devenu clair. C'était ça. C'était l'échec et mat. Je me suis éloigné de ma table vers la scène, vers mon père, qui était toujours debout au pupitre, l'air complètement brisé, tout son empire,
toute sa façade de pouvoir et de prestige, avait été démantelée en moins de 60 secondes. En le dépassant, je me suis penché près de lui, ma voix un murmure bas que lui seul pouvait entendre. « Tu m'as appris qu'en affaires, la réputation est tout, » ai-je dit. Je ne faisais qu'appliquer la leçon. Je n'ai pas attendu de réponse. Je l'ai dépassé en me dirigeant vers Michael Davenport et j'ai serré la main tendue de l'homme. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir le poids du monde de mon père s'effondrer derrière moi. Le son était assourdissant. Le gala s'est terminé dans un flot chaotique de murmures et de regards de billets. Nous ne sommes pas restés longtemps. Après avoir serré la main de M. Davenport et accepté ses félicitations publiques avec un aplomb que je ne me connaissais pas, nous avons fait une sortie discrète. L'image du visage de mon père, cendré, creusé, le masque du patriarche puissant complètement brisé, était gravé dans ma mémoire. Le trajet de retour s'est fait en silence. Nous étions tous les deux en train de réaliser l'ampleur de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était une justification publique à une échelle que je n'avais jamais imaginée. Mon père n'avait pas seulement perdu un contrat, il avait perdu sa réputation, la monnaie même qu'il valorisait par-dessus tout dans le monde qu'il avait construit. Il était désormais un paria. Lorsque nous sommes rentrés à notre appartement, Emma et moi sommes restés un moment dans le salon. Puis un rire s'est échappé de mes lèvres. Il a commencé petit, puis s'est transformé en un rugissement cathartique. Emma s'y est jointe, et nous sommes restés là à rire jusqu'à ce que des larmes coulent sur nos visages. C'était le rire du soulagement, de l'incrédulité, d'un clapet de décharge qui s'était enfin relâché après des mois passés à se serrer jusqu'au point de rupture. Dans les semaines qui ont suivi, les retombées ont été rapides et brutales. Les nouvelles voyagent vite dans le monde des affaires. L'histoire de l'humiliation publique de Richard Parker Consulting lors de son propre gala, associé au succès immédiat de Horizon Creative, est devenu le sujet de conversation de la ville. Les clients restants de mon père ont commencé à se retirer, ne voulant pas être associés au scandale. 2 mois plus tard, le jour de notre mariage est arrivé, et c'était tout ce que la fête de fiançailles n'était pas. C'était parfait. Nous l'avons organisé en plein air dans un magnifique jardin botanique, entouré d'un groupe de personnes plus restreint et plus intimes, les personnes qui nous avaient soutenus pendant la tempête, notre véritable famille. Il y avait de la sécurité, bien sûr. Nous avions engagé une équipe discrète au cas où, mais la journée a été paisible. Il n'y a pas eu d'éclat de voix, pas de confrontation dramatique. Marcus et mes parents étaient introuvables. C'était comme si un nuage toxique s'était enfin dissipé, permettant au soleil de briller. Pendant la réception, mon oncle Robert, à qui je n'avais pas beaucoup parlé depuis la fête de fiançailles, s'est approché de moi. Ses yeux étaient pleins d'un respect triste et silencieux. Il m'a pris dans ses bras. « J'avais tort, Alex », a-t-il chuchoté, la voix pleine d'émotion. J'étais tellement concentré à empêcher la famille de se briser que je n'ai pas vu qu'elle était déjà brisée. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu t'es défendu. Je suis fier de toi, mon fils. Entendre ces mots de lui, de l'homme qui représentait les valeurs traditionnelles que j'avais été forcé de défier, a été comme si une dernière pièce de guérison se mettait en place. Les discours de Jared et du Dr Chin n'étaient pas seulement les toasts de mariage habituels. C'étaient des hommages à la résilience, à l'intégrité, au pouvoir de construire une vie basée sur le respect mutuel. Toute la journée ressemblait moins à un mariage qu'à une célébration de la survie et de la victoire. Quelques semaines après notre lune de miel, Emma et moi avons clos l'achat de notre premier appartement. Ce n'était pas un manoir. C'était un charmant 2 pièces dans un quartier calme avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du matin. Les 60 000 $, l'argent qui avait été le catalyseur de toute cette guerre, ont servi à la compte. La première nuit que nous y avons passée, entourés de cartons de déménagement, nous avons commandé des pizzas et les avons mangées par terre. Je tenais les nouvelles clés dans ma main, sentant le poids froid du métal. C'était réel. C'était à nous. Nous avions construit ça, non pas avec de l'argent hérité ou des dons, mais avec notre propre travail acharné et avec le courage de nous battre pour ce qui était juste. L'argent n'était qu'un symbole. Le vrai prix était ceci, la liberté de tourner notre propre clé dans notre propre serrure, de construire un sanctuaire à l'abri de la toxicité du passé. La confirmation finale de la chute de mon père n'est pas venue avec fracas, mais avec un email discret. Jared m'a transmis un lien vers le site web d'un journal économique local. Le titre était court et précis, Richard Parker Consulting dépose le bilan, chapitre 11, point. J'ai lu l'article.
Tout y était, dans un langage commercial froid et stérile, dette croissante, perte de clients clés, incapacité à obtenir de nouveaux financements. Il n'était pas question du drame familial, bien sûr, mais je connaissais la vérité. Je connaissais la vraie raison de chacun de ces mots. Je n'ai pas ressenti de poussée de triomphe ou de joie. Je me suis juste senti calme. C'était fini. La guerre était vraiment, finalement terminée. Une année peut tout changer. 12 mois après l'avis de faillite, le monde était complètement différent. Le contrat Northwind avait été un moteur de fusée pour Horizon Creative, et pour ma propre carrière. Emma et moi avons profité de l'élan et nous nous sommes lancés. Nous avons retiré nos économies, contracté un petit prêt commercial et quitté Horizon pour créer notre propre agence, Parker Chin Design. C'était un risque, mais cela semblait la chose la plus naturelle au monde. Nous étions une équipe dans la vie, et nous sommes devenus une équipe de choc dans les affaires. Elle était l'esprit stratégique, la brillante spécialiste du marketing qui pouvait charmer n'importe quel client. J'étais le moteur créatif, traduisant ses stratégies en campagnes visuelles puissantes. Nous avons travaillé de longues heures, alimentés par le café et un rêve partagé, et ça a marché. Notre petite agence a commencé à grandir, à prospérer. Nous construisions quelque chose qui nous appartenait entièrement. La meilleure partie de cette année, cependant, n'avait rien à voir avec les affaires. 8 mois après notre mariage, notre fille Lily est née. La tenir pour la première fois, cet être humain minuscule et parfait, a recalibré tout mon univers. Toute la colère, toute l'amertume que j'avais ressentie envers mon père, tout cela semblait s'estomper. Cela n'a pas disparu, mais cela a perdu son pouvoir. Cela a été remplacé par un besoin écrasant et féroce de protéger cette nouvelle vie, de lui donner le genre d'amour et de sécurité que je n'avais jamais eu. Je n'avais pas eu de nouvelles de mes parents ou de mon frère depuis le gala. C'était une rupture nette. Je leur ai envoyé un faire-part de naissance formel, plus par un sentiment de devoir persistant qu'autre chose, mais je ne m'attendais pas à une réponse, et je n'en ai pas eu. Leur silence était un cadeau. Puis, un mardi après-midi pluvieux, on a frappé à la porte de notre petit bureau. J'ai ouvert, et mon souffle s'est coupé dans ma gorge. C'était ma mère. Je ne l'avais pas vue depuis plus d'1 an. Elle avait l'air diminuée. Les vêtements chers pendaient lâchement sur son corps frêle. Le regard fier et défiant dans ses yeux avait disparu, remplacé par une tristesse profonde et lasse. Les rides sur son visage racontaient une histoire de stress et de défaite. Diana, ai-je dit. C'était étrange d'utiliser son prénom. Maman ne convenait plus. Alex, est-ce que je peux entrer, demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. J'ai hésité, puis je me suis écarté. Elle est entrée dans notre espace de bureau lumineux et moderne, en regardant les storyboards sur les murs, les prix que nous avions commencé à gagner, comme si elle était entrée dans un pays étranger. Nous nous sommes assis dans notre petit espace de réunion. Elle n'a pas croisé mon regard pendant longtemps. Elle ne faisait que tordre la bandoulière de son vieux sac à main usé. « Je suppose que tu te demandes pourquoi je suis ici », a-t-elle finalement dit. L'idée m'avait traversé l'esprit, ai-je répondu, mon ton neutre. Je construisais un mur autour de moi, brique par brique. Je ne la laisserai pas trouver une fissure. Elle prit une inspiration tremblante. J'ai cru qu'elle allait s'excuser. J'ai cru que c'était le moment du remords, la confession dont j'avais autrefois rêvé. J'avais encore tort. Nous avons des problèmes, Alex, dit-elle, sa voix se brisant. Ton père, il n'est plus le même. Il ne sort plus beaucoup de la maison. La faillite, ça l'a brisé. Nous allons perdre la maison. L'avis de saisie immobilière est arrivé la semaine dernière. Elle a finalement levé les yeux vers moi, les yeux noyés de larmes désespérées. Nous n'avons nulle part où aller. Je suis ici pour demander, pour supplier, vraiment. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin d'argent. Je me suis contenté de la regarder. Après tout, après l'humiliation publique, les mensonges, l'attaque contre ma carrière, le manque total de remords, elle était là pour une aumône. L'audace pure et époustouflante de la chose me donnait presque envie de rire. Mais en la regardant, en regardant l'enveloppe creusée de la femme qu'elle était autrefois, tout ce que je ressentais était un profond sentiment de pitié. C'était le moment de mon test final. L'ancien Alex, celui qui aspirait à l'approbation de ses parents, aurait pu céder. Il aurait pu voir cela comme une chance d'être enfin le héros, le sauveur. Mais je n'étais plus cette personne.
Je me suis levé et je me suis dirigé vers mon bureau. J'ai pris un stylo et j'ai écrit 2 choses sur un morceau de papier. Je suis revenu et je l'ai fait glisser sur la table vers elle. Elle baissa les yeux dessus, confuse. Je ne vous donnerai pas d'argent, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Vous donner de l'argent reviendrait à mettre un pansement sur une blessure par balle. Vous n'avez pas un problème d'argent, vous avez un problème de fierté, de responsabilité. Le premier nom sur cette liste est un conseiller financier. C'est le meilleur. Il aide les gens dans votre situation à restructurer leur vie. Le deuxième nom est un thérapeute familial, un très bon. Je me suis légèrement penché en avant. Je ne vous laisserai pas, toi et papa, finir à la rue. Je paierai les 5 premières séances avec vous deux. C'est l'aide que je vous offre. C'est la seule aide qui changera réellement quelque chose. Le reste dépend de vous. Elle fixa le morceau de papier, puis me regarda, les yeux écarquillés avec un mélange d'incrédulité et un soupçon d'autre chose, peut-être, pour la première fois, une lueur de compréhension. Elle était venue ici chercher un chèque. Je lui avais donné une bouée de sauvetage, mais c'était une bouée qu'elle devait être prête à saisir elle-même. Elle prit le papier, le plia avec des mains tremblantes et le mit dans son sac à main. Elle se leva, marmonna un merci et sortit de mon bureau, et de ma vie, sans un mot de plus. Je ne savais pas si elle utiliserait un jour ces numéros, mais cela n'avait pas d'importance. J'avais fait ce qu'il fallait, selon mes propres conditions. J'avais offert un chemin vers la reconstruction, pas seulement un pansement pour les ruines. J'avais enfin tracé une limite, non pas de colère, mais de santé, et ce faisant, je me sentais vraiment, complètement libre. Cela fait quelques années depuis cette dernière rencontre avec ma mère. Notre agence, Parker Chin Design, est devenue l'une des entreprises de création les plus respectées de la ville. La vie est belle. Elle est bien remplie. Elle est chaotique. Mais c'est une vie qu'Emma et moi avons construite ensemble, selon nos propres conditions, de A à Z. Lily a maintenant 4 ans, un tourbillon de rire et de questions sans fin. Parfois, quand je la regarde jouer dans le jardin de la maison que nous avons finalement achetée l'année dernière, mon esprit revient à cette nuit au Silver Oak. Cela ressemble à une scène de la vie de quelqu'un d'autre. La colère et la blessure se sont estompées, polies par le temps en une leçon douce et dure que je porte avec moi chaque jour. J'ai appris que les 60 000 $ n'étaient jamais vraiment une question d'argent. Il s'agissait de contrôle. Il s'agissait de respect. C'était le prix de ma propre estime de soi, et j'ai décidé, finalement, que je n'étais pas à vendre. J'ai appris que la famille ne se limite pas au sang que l'on partage. Il s'agit des personnes qui se présentent pour vous, de celles qui se tiennent à vos côtés lorsque vous êtes au plus bas, qui célèbrent vos victoires comme si elles étaient les leurs, qui respectent vos limites et qui vous aiment pour ce que vous êtes, et non pour ce qu'elles veulent que vous soyez. Ma famille, c'est Emma, Lily, Jared, les chênes. Ils sont l'architecture de ma vie. Mon père et moi ne nous sommes plus jamais parlé. J'ai entendu dire par des tiers que lui et ma mère ont vendu la grande maison et ont déménagé dans un petit condo de l'autre côté de la ville. Je ne sais pas s'ils ont déjà utilisé les numéros que je leur ai donnés. J'espère qu'ils l'ont fait. J'espère qu'ils ont trouvé un semblant de paix, mais leur voyage leur appartient. Je ne peux pas le faire à leur place. Marcus envoie un email en colère et décousu tous les ans environ, généralement pendant les vacances, me reprochant ses problèmes. Je les supprime sans les lire. C'est un fantôme d'un passé que je n'habite plus. La leçon la plus importante, celle que je veux enseigner à ma fille, est simple, se défendre n'est pas égoïste. Ce n'est pas cruel. C'est un acte de survie. C'est ainsi que vous apprenez au monde comment vous traiter. C'est ainsi que vous construisez une vie de paix, et non une vie de désespoir tranquille. Vos limites sont ce qui protège le jardin de votre propre bonheur. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même, et même pour les autres, est de construire une clôture solide. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû tracer une ligne dure, même avec des personnes que vous aimiez? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires, veuillez envisager d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela aide vraiment.